Vous avez envie d'agir pour l'avenir de vos enfants, mais vous ne savez pas comment faire? La réponse, juste après le générique. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'association Sorry Children à travers l'interview de Grégory Poinçonnet, un de ses cofondateurs. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Grégory! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Grégory Poinçonnet, j'ai 44 ans, je vis à côté de Bordeaux. J'ai un fils qui a 9 ans, une compagne qui en a un petit peu plus et donc moi je suis dans l'écologie depuis une quinzaine d'années. En fait, je suis rentré, en tant que bénévole d'abord. Je travaillais en entreprise, en marketing, j'étais chef de produit après un parcours, en biologie, école d'ingénieur et master marketing. Donc j'ai commencé à travailler en entreprise et j'ai, fait du bénévolat en ONG, à côté. Puis je suis parti travailler à la Fondation Nicolas Hulot en tant que salarié, chargé de partenariat avec les entreprises. Ça, c'était il y a 11 ans maintenant. Voilà, de fil en aiguille, après j'ai quitté la Fondation Nicolas Hulot. J'ai rencontré Pierre Charrier là-bas, mon ami et associé, et on a monté ensemble, plusieurs projets, dont Sorry Children. D'accord. On va parler aujourd'hui. Super. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler justement de l'association Sorry Children, comment elle est née et qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors, en fait, l'idée de Sorry Children, elle est venue, quand on était en train de monter la conférence, électrochoc avec Pierre. Donc en fait, ça, c'est ce qui nous permet de vivre. On a monté une société, il y a 3 ans, autour de la coopération, et notre objectif, c'était de réussir à faire coopérer de manière très fine, nos clients, c'est-à-dire les entreprises ou les collectivités, avec leurs parties prenantes. Et en allant, proposer ça, on s'est rendu compte que les grands enjeux d'environnement n'étaient pas du tout compris, intégrés, assimilés, notamment par les entreprises. Et on s'est dit que ça pouvait être, intéressant de proposer sur un format court, donc en 1 heure et demie, 2 heures, une formation, très très accélérée sur l'environnement, sur le contexte, sur tous les enjeux actuels, comment on réagit par rapport à ça, également au niveau cognitif, au niveau émotionnel, psychologique, et qu'est-ce que nous, on peut proposer comme réaction possible. D'accord. Alors, je ne parle pas de solution parce qu'il y a des choses qui sont déjà enclenchées depuis des décennies auxquelles il n'y aura pas de solution. Il va falloir s'adapter, mais il y a encore des choses à faire, bien sûr. Plus ça avance, plus il est urgent d'agir quand même. Et donc, on a construit cette conférence qui s'appelle Electrochoc. Et à un moment donné, on voulait toucher vraiment les gens au niveau assez personnel et intime, au niveau de leurs responsabilités envers leurs enfants, parce que les problèmes d'environnement, c'est pas pour les générations futures, hein, c'est pour les générations actuelles. Et donc, on a imaginé un faux générateur d'excuses en leur disant, voilà, maintenant, soit on réagit, soit il va falloir donner des excuses à nos enfants. Donc, on a imaginé ce générateur d'excuses pour la conférence. Et en fait, on s'est dit que c'était probablement une bonne idée pour sensibiliser les gens. Et on en a fait un vrai projet, donc un vrai site internet avec un vrai générateur d'excuses. On a mobilisé un petit peu les gens qu'on connaissait pour qu'ils nous envoient des excuses toutes faites à donner à nos enfants par rapport donc à la planète qu'on va leur laisser, par rapport à notre inaction. Et on a fait un site internet, on l'a lancé comme ça, donc dans nos réseaux qui sont plutôt associatifs, écolo, développement durable, ça a bien marché. Et ça, c'était il y a 3 ans. Et donc il y a 2 ans, il y a un ami à moi, qui est photographe et street artiste, qui s'appelle Joseph Elie, qui nous a proposé d'utiliser la photo et le street art pour développer ce projet. Et donc on a commencé à imaginer un processus où on demandait aux personnes, donc à des personnalités, mais aussi à des gens, sur des événements, de les prendre en photo avec la pire excuse qu'ils pourraient donner à leurs enfants. Et donc ça a bien marché. On a eu 80 personnalités assez rapidement, qui ont joué le jeu. Et donc on a pris leurs photos, on les a recollées dans la rue, parce que donc Joseph Elie, c'est son principe de street art. Il prend des photos des gens dans la rue, il les imprime, il les colle sur des dalles en ciment, il les recolle à l'endroit où il les a prises.
Donc D'accord, on a fait ça avec les 80 premiers et on les a diffusés sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est surtout les gens qui ont diffusé sur leurs propres réseaux sociaux. d'accord. Et donc voilà, ça a bien marché, rapidement, rapidement, en un an et demi, on a touché un 2. Alors on a du mal à calculer, mais voilà, c'est plus d'1 million de personnes, c'est sûr. Waouh, Avec LinkedIn qu'on compte pas, on doit être à 3 millions de personnes qui ont vu la campagne. c'est génial. C'est un beau succès. Donc on continue ce projet parce que ça fonctionne, hein. On a lancé des choses qui fonctionnaient pas, ça fonctionne, donc on va le continuer. Et le but, c'est vraiment donc, de toucher les gens au niveau, intime, personnel sur un sujet quand même général, mais chacun a sa pire excuse. Donc moi je présente souvent en disant que la pire excuse, c'est l'excuse qu'on ne veut pas donner et donc c'est le plus important à faire. Et donc en face de ça, en face de la pire excuse, on demande aussi aux gens de diffuser avec leurs photos la meilleure action qu'ils font ou qu'ils recommandent de faire pour ne pas donner cette excuse. Et D'accord. donc ça, c'est le plus urgent à commencer à développer pour pas avoir à s'excuser à la fin sur une excuse qui est pas recevable en fait. Mmh mh. Voilà donc et ça, donc en touchant les gens comme ça, on en profite pour passer des messages. Donc sur le site Sorry Children, il y a toute une partie pédagogique, explicative, et il y a toute une partie d'action, bien sûr, qui s'appelle agir plutôt que s'excuser, où là, on reprend des choses des plus basiques au plus engagé, au plus radical, en fait. Et que je trouve très, très bien fait parce que je suis pas du tout experte là-dedans et je trouve que justement, c'est accessible à n'importe qui parce que c'est vous avez vraiment rassemblé un maximum de ressources, donc rien que juste sur le côté, pédagogique, s'informer, bah, il y a déjà un maximum d'informations et c'est très, très bien fait et au niveau des actions, justement, j'étais assez surprise que, bah, finalement, on puisse faire des petites choses, enfin totalement accessibles en fait, à notre niveau, individuellement, et avoir quand même un impact qui soit un peu conséquent, quoi. Donc je trouve ça intéressant justement de se rendre compte de ça. On peut faire énormément de choses, hein, chacun, là où on est, là où on vit, la manière dont on consomme, on se déplace, on travaille, il y a énormément de choses à faire. Là où on essaie de mettre, l'accent, c'est que, c'est aussi important de s'engager au niveau collectif qu'individuel. Parce qu'en fait, la manière dont il faut, je pense qu'on évolue, c'est, en étant très coopératif parce que les enjeux, les bouleversements qui arrivent, vont vraiment remettre en cause toutes nos modes de vie là aujourd'hui. Mmh. Donc faire soi-même chez soi tout seul, c'est bien parce que ça réduit l'impact global de manière minime, hein. Faut pas croire que c'est, nos petits gestes à nous qui vont empêcher un dérèglement climatique de 3 à 4 degrés, hein. Ça va être, si ça se fait, ça sera des décisions politiques très fortes et très contraignantes. Mais on s'habitue déjà en essayant de réfléchir un peu plus à ce qu'on fait, des conséquences. Déjà, on réduit notre impact. Ouais. Donc on commence à s'habituer à vivre de manière plus sobre, plus simple. Et la deuxième étape, mais qui peut se faire en parallèle, c'est vraiment s'organiser au niveau collectif, local, je pense. Donc c'est, s'intégrer dans des collectifs, dans des assos, n'importe quel type d'asso. Alors il y a bien sûr les assos qui travaillent sur la partie environnementale, mais toutes les assos de solidarité, voilà. C'est-à-dire qu'on va pas survivre seul, hein. La tendance un peu survivaliste, on se met dans un bunker, on s'arme, on fait des stocks et tout. Ça peut durer un temps, mais à terme, c'est en groupe, hein, qu'on évolue. Donc voilà, on met vraiment l'accent sur le site au niveau individuel, au niveau collectif, et le collectif est largement aussi important pour nous. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Est-ce que tu as toujours eu conscience de ta responsabilité envers la société et la planète, ou bien il y a eu un événement particulier qui t'a amené sur cette voie? Bah, ma responsabilité, c'est la même que tout le monde en fait, hein. J'ai pas plus de responsabilité que d'autres. Moi, je pense que plus on est, «haut» entre guillemets dans la chaîne de commandement, dans la hiérarchie, des structures politiques, ou dans les entreprises, plus on a de responsabilités. Plus on a de pouvoir, plus on a de responsabilités. Après moi, ma responsabilité, c'était plutôt une envie moi, hein, en fait. J'ai quand même toujours été, très sensible à l'animal. Voilà, même quand j'étais gamin, je m'en souviens pas du tout, mais j'ai ma tante, il y a pas longtemps, qui m'a redit, «Fallait pas qu'on écrase un insecte à cause de toi, tu supportais pas ça». Bon, moi, j'en avais pas trop conscience, mais ça me paraissait complètement stupide et injuste. Donc, ça, oui, j'ai peut-être une sensibilité un peu plus, accrue que d'autres là-dessus, mais bon, je pense pas parce que je pense que beaucoup d'enfants l'ont, hein. C'est juste qu'après, c'est
c'est écrasé en fait. Après, on fait plus gaffe parce qu'on a des préoccupations autres, statutaires, et puis on rentre dans la société de consommation, et là, c'est un petit lavage de cerveau qu'on subit quand même. Mmh. Donc je pense qu'on l'a tous. Moi, je l'ai pas trop perdu, donc j'ai commencé mes études dans la biologie parce que c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus. Le vivant, ça, c'est quelque chose Ouais. qui me captive. Je trouve ça absolument magique. Voilà, s'il y a bien un Dieu, c'est ce vivant-là, hein. Bon, et après, je suis parti travailler en entreprise, en marketing, sachant que j'allais pas y rester indéfiniment de toute façon. Et alors, ouais, j'ai eu un accident de voiture en sortant du boulot, où là, j'ai quand même, ça m'a fait un choc. Je me suis quand même dit: «Bon, allez maintenant, c'est pas ça que j'ai envie de faire». Donc et c'est là où j'ai commencé à faire du bénévolat dans des ONG. Donc je suis rentré D'accord. au WWF, mais il y avait pas beaucoup de choses à faire. Donc voilà, et après quand on commence, en fait, on que c'est intéressant, qu'on sent qu'on est bien là-dedans, on va de plus en plus loin. D'accord. Donc ça, c'est quand même un tournant. C'est là où j'ai commencé à m'engager vraiment plus, dans une structure. Et après, bah, un deuxième «choc» entre guillemets, oui, ça, bah, c'est la naissance de mon fils. Et là, la naissance de mon fils, là, on a en effet une bouffée de responsabilité, quoi. Mmh. Là, on passe un niveau. On le ressent pas tout de suite, mais plus ça va, plus on se dit, voilà, qu'est-ce que et donc cette idée de faire un générateur d'excuses, je pense elle est venue aussi parce que j'avais un fils, et que je me suis dit à un moment donné, je vais lui dire quoi, moi, sur J'ai ce que fait j'ai pour fait ou lui. pas fait par rapport à la planète dans laquelle il va vivre quand je serai plus là, et même quand je serai encore là, et qu'il a pas choisi, en fait. Il y a une question de libre arbitre assez forte, hein, là-dedans. C'est que les enfants ne choisissent pas du tout de vivre. On choisit pas, on arrive là. Et puis après, les parents qui ont pris la décision pour nous. Aujourd'hui, il y en a pas mal qui se soucient. Bien sûr, tout le monde se soucie de ses enfants, tout le monde les aime et tout. De là à essayer de faire le maximum pour qu'ils aient une planète assez viable, au moins du même niveau que quand nous on est arrivés. Bon, c'est ça en fait qu'on essaie de. Il y a une question, alors c'est un mot qui est assez connoté et un peu négatif, mais une question assez morale là-dedans quand même. Mmh. C'est quoi notre responsabilité? C'est quoi comment on vit ensemble, et comment on va vivre ensemble dans un monde dégradé? Parce qu'il va être hyper dégradé, le monde qui arrive. Mmh. Alors, justement, j'ai une question, par rapport à ça. Selon toi, qu'est-ce qui fait que les gens ne prennent pas conscience, justement, peut-être de cette responsabilité-là? Pour ceux qui s'intéressent peut-être pas forcément, à l'écologie, à tout ça et qui continuent, en fait, de vivre leur vie sans rien changer? Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils ne prennent pas conscience? Prendre pleinement conscience, ça nécessite un effort quand même. Ça arrive pas comme ça. Faut vouloir faire l'effort de comprendre, et faut pas avoir peur justement de la peur que ça génère, de la colère, de la tristesse et tout ça. Si on essaie de repousser tous ces sentiments-là qui sont naturels, hein, c'est tout ce qui est donc c'est toutes les réponses que notre cerveau va développer, donc le déni. Alors il y a plein de raisons, hein, il y a plein de raisons pour lesquelles on repousse le problème, on veut pas le voir, parce que ça déstabilise notre psyché. Et c'est tout à fait naturel. Le cerveau veut dépenser le moins d'énergie possible, et affronter ça, ça demande de l'énergie quand même, et donc ça demande un effort. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir très, très envie de s'y coller, en fait. Et D'accord. donc ça, c'est une question de sens, en fait. C'est la question un peu de la recherche du sens de notre vie. Et voilà, pour beaucoup de gens, le sens, qu'on nous martèle depuis qu'on est né, c'est une réussite sociale, c'est avoir de l'argent, c'est par rapport à ses groupes référents, être au-dessus. Et ça détruit la planète. Voilà. Cette manière de faire, d'être, ça détruit parce qu'on surconsomme complètement. On se pose pas la question des externalités, c'est-à-dire des conséquences négatives de nos actes. Je prends un exemple. Et puis, alors, il y a une deuxième chose, il y a tout le poids de la culture. Donc, c'est assez lié. Mais on est des êtres, des animaux, on est des grands singes prosociaux, c'est-à-dire qu'on est extrêmement sociaux. L'autre est très important pour nous, même dans notre construction. On est prématuré, hein, pendant les premières années de notre vie, on est incapable de rien faire. Donc, l'évolution a favorisé ça, ce caractère très social qu'on a, notamment donc avec nos parents. Et donc, on va imiter, on va absorber tout pour prendre un maximum d'informations et puis pouvoir survivre après. Et donc, ça nous pétrit un peu comme de la pâte à modeler quand on est petit. Et après,
on se rigidifie et après c'est beaucoup plus dur à Ouais. évoluer, à changer. On a tout ça, si tu veux, qui est de l'information, latente. En fait, c'est, notre culture, toutes les infos qu'on reçoit, qu'on essaie de rejeter parce que ça nous déstabilise et moi je pense qu'il faut des chocs, en fait, il faut des chocs émotionnels et les chocs émotionnels, ça te fait réagir. Quand on est encore, constitué comme on l'était, il y a 200 000 ans, hein, dans la forêt, hein. Il y a un tigre qui arrive, clac, là, il y a une émotion forte et là, on réagit. Il y a, un rapport du GIEC, qui arrive. Bon, même si on a vu hier, enfin, on a vu il y a quelques semaines que le rapport, suscite une grande émotion dans les médias, mais ça repart vite. On ressent pas le danger pour notre survie. Donc il faut des chocs émotionnels, des chocs, dans sa vie. Ça peut être la lecture d'une phrase dans un livre, ça peut être un événement, ça peut être la perte d'un proche. Voilà et donc après on passe, une fois qu'on a eu ce choc-là un petit peu, notamment de comprendre que l'avenir, il va être complètement différent de ce qu'on vit aujourd'hui. On va traverser, des phases, donc de manière plus ou moins linéaire qu'on peut a qu'on peut apparenter à une courbe du deuil et donc c'est la courbe de Kubler-Ross. C'est une chercheuse et psychanalyste qui a analysé les différentes étapes après la perte d'un proche ou la prise de conscience de sa propre mort. D'accord. Et donc, on l'utilise souvent dans tous les mouvements qui étudient l'effondrement. Voilà, quand on prend conscience qu'il peut y avoir un effondrement de civilisation, et là, on va traverser on va négocier avec la réalité, on va essayer de l'amoindrir, on va être en colère, on va être en tristesse, et puis à un moment donné, on va avoir une phase où on n'a plus d'énergie, une phase de dépression, d'abattement. Et puis, une fois qu'on a accepté que probablement ça va se passer comme ça, ben on repart, on retrouve de l'énergie, on reconstruit des choses, on lance des projets, on lance des idées. D'accord. Et donc voilà, mais il faut cette phase de choc, un peu de prise de conscience. Et ça, bah, il y a plein de mécanismes, donc, mais qui sont culturels, qui sont de l'ordre la consommation, la publicité, par exemple. Si on passe son temps à bouffer de la publicité, c'est un petit peu du temps de cerveau disponible, comme disait l'ancien PDG de TF1, qui est gaspillé et qui n'est pas utilisé à essayer vraiment de comprendre les enjeux et de s'y confronter. Et alors, comment on peut faire pour faire prendre conscience de ça aux ados d'aujourd'hui? Parce que peut-être que le choc émotionnel, c'est peut-être un peu violent pour eux, mais est-ce que tu penses que si, ça peut être quand même la même technique? Bah, je pense, alors les ados, ça dépend, quel âge, mais alors je pense qu'il y a déjà pas mal d'ados qui sont conscients. Ouais, Alors quand on dit les ados, je pense que c'est pas un groupe, homogène, hein. Il y a comme nous à l'époque, hein, il y a des ados qui s'intéressent ou pas à plein de trucs. Nous, on connaît plein d'ados notamment, Youth for Climate et dans plein de groupes, engagés qui sont hyper conscients des trucs, voilà, ils savent que le monde, il va être différent pour eux, et puis, ils commencent à se mettre en ordre de bataille. Après, comment faire? Bah, je pense que alors, bah, utiliser les réseaux sociaux sur lesquels ils sont, déjà. Je pense que nous, on n'est pas sur Itinéraire, on n'est pas sur TikTok, sur, Snapchat, voilà, on est sur Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter. Les réseaux de vieux, quoi, un peu. Mais va peut-être falloir qu'on se mette en effet mais après nous, notre projet, il s'adresse pas aux ados. mm, Sur Children, il s'adresse aux adultes. ouais, On a d'autres idées de projets, pour les ados, mais elles sont pas développées pour l'instant. Voilà, les ados, je pense qu'ils ont cette intuition que, de toute façon, ça va être différent pour eux. ouais. Ça va être dur probablement et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui se disent que à quoi ça sert de faire des études, à quoi ça sert de chercher un boulot, voilà. Mais ça sert toujours parce que les études déjà c'est une formation. Alors moi je pense qu'il faut quoi qu'il arrive faire ce qu'on a envie de faire le plus. Voilà. Moi, bon, moi j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire et c'est là où on est le plus épanoui, où on est le plus heureux, où on a le plus d'énergie, le plus de créativité, donc ça je pense que même eux, il faut pas qu'ils abandonnent ça. Bah, enfin surtout pas d'ailleurs. Et après, je pense aussi qu'il faut apprendre des choses assez pratiques et essayer d'être le plus autonome possible sur plein de trucs. Parce que typiquement, aujourd'hui, on se remet sur nos smartphones, ça nous sert à tout, mais personne ne sait fabriquer un smartphone. Donc si à un moment donné, il y a des pénuries sur les métaux, sur les énergies, sur plein de choses et qu'on n'a plus nos smartphones, on fait quoi? Pareil pour l'alimentation.
Là, on vient de traverser une pandémie qui est pas finie, mais qui a pas été extrêmement méchante au niveau, létal. Si elle l'avait été plus, et que les circuits de distribution, d'approvisionnement des supermarchés étaient brisés, comment on se nourrit? C'est-à-dire, on est tous habitués, à aller, avec notre carte bleue sur notre compte en banque. Ça aussi, ça peut s'effondrer, le système financier à un moment donné. À aller dans les supermarchés et avoir tout ce qu'on veut. Donc si ça s'arrête, comment on mange, comment on boit? Donc faut essayer, je pense, d'être au niveau local le plus autonome possible et le plus coopératif possible. Donc voilà, et les ados, sont à des moments où ils font des choix de formation, de pas encore de carrière, parce qu'après on peut toujours dévier. Moi j'ai Ouais. dévié plusieurs fois, hein, j'ai fait la fac, après école d'ingénieur, après du marketing, après j'ai fait du Durable. Donc voilà, enfin on peut naviguer. Un choix aujourd'hui, n'a pas à être définitif. Il l'est pas d'ailleurs, il y a absolument rien de définitif. Mmh mh. C'est vrai, totalement. Alors, on a vu du coup sur le site Sorry Children que tu avais mis énormément d'informations, de ressources, d'exemples, d'actions concrètes à mettre en place. Est-ce que tu as eu des retours de personnes qui ont utilisé ton site justement et qui sont allées chercher ces informations un petit peu? Alors on a, on va retravailler l'ergonomie du site parce qu'on se rend compte qu'il y a pas assez de gens qui vont sur la partie agir. Donc Ouais, toi tu y es allé parce que tu as j'ai préparé fouillé. le podcast, tu es allé fouiller. Mais en fait, on a plus de gens qui arrivent sur la partie générateur d'excuses, ils font 2-3 excuses, ils les partagent ou pas, mais tu sais, il y a un effet rebond, rapide sur les sites, hein. Mmh mh. Et donc toute la partie, pourquoi et toute la partie agir sont assez peu visitées. Maintenant sur la partie agir, oui, oui, on a pas mal de retours, notamment des gens qui nous envoient des références en plus, qui nous OK. font des remarques, qui nous disent: «Ah là, vous avez oublié ça, là, il y a ça aussi». Donc ça, c'est bien parce que c'est collaboratif et on demande aux gens de nous envoyer des ressources. Et voilà, après, non, sur la partie agir, on n'est pas elle est pas extrêmement bien faite. On est en train de la revoir pour que ça soit beaucoup plus intuitif et que les gens, la retrouvent. Voilà, on est en train de développer une application, Super. donc une application sur Apple et sur Android, pour que ça soit beaucoup plus facile pour les gens de faire leurs photos, la pire excuse. Mmh. Et donc juste en rentrant leur texte et en faisant un selfie, ça va générer l'image qu'ils pourront, diffuser, très facilement sur les réseaux sociaux. D'accord, super. Et du coup, il y aura la partie quand même accessible sur justement comment agir, Oui, quelles oui, oui, actions bien sûr. mener, tout ça. D'accord. Ouais, ouais, mais l'appli sera davantage quand même sur la pire excuse, sur la photo. D'accord. Ok. Mais il y aura bien sûr un accès vers la partie agir. Parce que même s'il y a des choses qu'on peut pas changer, c'est bien quand même d'agir un tout petit peu à son niveau, c'est chouette. Ah non, mais il faut absolument. Et puis en fait, pour faire beaucoup de choses, il faut commencer par des petites. Parce qu'il y a plein d'études qui montrent que le fait de savoir, d'avoir l'information, de la comprendre et même d'en avoir conscience, ne fait pas agir. Il y a pas un lien direct entre le D'accord. fait de savoir et le fait d'agir. Ce qui fait agir, c'est déjà une action. Donc en fait, il faut juste commencer à faire un truc. Si donc pour les gens qui nous écoutent là, les parents ou les ados, si vous faites, absolument rien pour l'environnement, c'est pas grave, mais il faut commencer à faire un petit truc et souvent ça va être le tri. Voilà, il y a des études aussi qui montrent que le premier pas, le premier truc, le premier geste environnemental, c'est le tri, c'est trier ses déchets. Et quand vous commencez à faire ça, ben après vous vous dites: «Bah tiens, je vais travailler un peu plus sur l'emballage, je vais essayer de prendre des produits, qui ont moins d'emballage» et donc après ça va changer, le rapport à la consommation, vous allez faire gaffe davantage à ce que vous mettez dans les emballages et donc les problèmes de pesticides et donc les problèmes de voilà. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est une action qui entraîne une action plus forte Ok. et qui a Faut plus d'abord d'impact. mettre le pied à l'étrier pour après partir sur la voie. Après voilà, pour grimper sur les talons et tracer, il faut mettre le pied à l'étrier, ouais. Super. Alors, ce mois-ci, tu as ton livre qui a été publié. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, et nous dire ce que l'on peut retrouver dedans? Ouais, alors, bah, ce livre en fait, ça fait, on a mis 1 an et demi à le faire. On est parti sur une idée comme ça d'utiliser les photos de la campagne, donc La pire excuse qu'on a faite avec Joseph Elie et d'essayer de regrouper toutes ces excuses par grands types d'excuses et d'apporter, aussi, un regard en plus, une explication
des mécanismes psychologiques et sociaux qui sont derrière les excuses et d'en profiter pour reparler aussi des enjeux, donc sur le vivant, sur le climat, sur les ressources. Voilà, donc c'est Pierre Charlier qui a fait l'essentiel de la rédaction du livre. D'accord. Moi, je me suis chargé de la coordination avec toutes les photos, les experts. On a quelques experts qui viennent écrire dessus. J'ai participé aussi à la rédaction et Joseph a fourni les photos. Donc en fait, on est chez Alternative Gallimard. D'accord. C'est sorti le 16 septembre, donc dans toutes les librairies et puis en ligne, bien sûr. Donc si ça vous intéresse, on vous recommande plutôt d'aller acheter ça dans des petites librairies, hein, ou des sites internet qui favorisent les librairies indépendantes que les gros que je ne citerai pas d'ailleurs. Et donc voilà, l'idée c'est qu'on a une vingtaine de chapitres sur les types d'excuses. Donc on a le déni, on a la connaissance, on a les autres. Alors une des excuses préférées, c'est les autres, bien sûr. C'est pas moi. Moi, je pouvais rien faire tant que, enfin, si les autres le font pas, ça sert à rien que je le fasse. Les Chinois, les Américains, mon voisin, voilà. Donc c'est là. Donc on a comme ça voilà, on a regroupé toutes les excuses par type avec Ok. plein de photos. Donc il y a plus de 200 photos. Ah oui. Donc il y a des personnalités comme Nicolas Hulot, il y a Ayam, il y a Philippe Catherine, Corinne Maziero, on a Noam Chomsky. Bon voilà, on a beaucoup de gens connus et on a beaucoup de gens aussi moins connus qu'on a rencontrés sur des salons, sur des événements. Et voilà, donc on espère que cette manière d'aborder le sujet va toucher les gens et les faire réagir parce que le but c'est se poser cette question-là. Quelles sont les excuses qu'on veut pas donner? Et puis, d'enclencher derrière des premières actions et puis, aller de plus en plus loin. Et est-ce que du coup l'argent, donc les personnes qui vont acheter ce livre, est-ce que l'argent est reversé à enfin, une cause en particulier ou c'est vous pour vous payer tout simplement parce que c'était quand même du Ah ben boulot nous pendant on des a mois? on a nos billets pour les Bahamas là déjà, on est déjà content. Non, non, alors, l'argent en fait, bon, sur les droits d'auteur, hein, tu n'es pas sans savoir probablement que les droits d'auteur, sont très faibles. Ouais, Donc là, on a choisi nous de faire avec une super, boîte d'édition donc chez Gallimard. Donc, on touche moins de 10% en droits d'auteur. On s'est divisé les droits d'auteur en quatre. Donc, moi, j'ai un quart de ces droits d'auteur. Pierre a un quart. Joseph Elie a un quart. Et il y a un quart qui va à l'association d'accord. Sorry Children. Voilà, pour développer les projets. Donc, dans l'asso, on est tous bénévoles, le développeur, graphiste, on a des jeunes femmes qui nous aident sur les réseaux sociaux, on a un avocat qui nous aide. Bon, donc voilà, on a plusieurs compétences, on est tous bénévoles, mais voilà, il y a quand même des coûts de structure, de serveur, voilà. Ok, super. Alors on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que tu as un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui? Eh ben, par rapport à leurs enfants, c'est peut-être vos enfants d'ailleurs qui vont vous faire changer plus que vous n'allez faire changer vos enfants. Et je pense notamment à la partie alimentaire. Et moi, je connais plein de jeunes qui sont végétariens, Ouais. qui ont intégré ça rapidement, Mm. qui sont beaucoup plus conscients. Alors, pour plein de raisons, notamment la raison animale, la cause animale avec L214, entre autres. Et donc, si vous avez des enfants qui sont végétariens ou véganes, et ben, laissez-vous influencer parce que c'est une des choses les plus faciles entre guillemets à faire. Alors pas au niveau culturel, hein. Au niveau culturel, c'est assez compliqué parce qu'on a été baigné dans le culte de la viande, dans le fait que c'est bon pour la santé, ce qui n'est pas vrai. C'est pas mauvais à petite quantité, mais c'est des protéines, hein, et les protéines végétales ou animales, c'est les mêmes acides aminés, donc on peut très bien se nourrir. Moi, je suis végétarien depuis 10 ans Mm. et voilà, j'ai aucun souci de santé, je suis en pleine forme. Et donc voilà, laissez-les vous faire changer en fait, parce que ils ont compris ça plus vite que nous les adultes, parce que ils ont moins été encore une fois pétris dans une culture et dans une idéologie comme quoi il fallait manger de la viande pour être en bonne santé, et puis même au niveau statutaire, au niveau social. Voilà, donc ça, on sait aujourd'hui que c'est pas vrai, hein. Toutes les études montrent que au niveau de la santé, un régime végétarien est meilleur qu'un régime carné. Et en plus, ce qui est pas mal,
accessoirement, c'est que ça a un impact environnemental énorme. La viande, c'est un des premiers postes de pollution, donc de cause de dérèglement climatique. C'est, une des premières causes de déforestation parce que pour, nourrir tout le bétail, il faut, déforester pour planter du soja et des céréales. C'est une des premières causes d'utilisation d'eau douce. 70 de l'eau, c'est l'agriculture et dans l'agriculture, les 3/4, c'est du bétail. Donc voilà, bon, si au niveau individuel, il y a un truc à faire, rapide, qui ne demande pas un changement d'organisation comme déménager à la campagne ou quoi, c'est réduire à fond la viande, le bœuf en particulier et si possible, arrêter complètement. Voilà, donc ça, je pense que c'est une des grandes évolutions de notre espèce qu'il faut qu'on intègre pour s'adapter. Vraiment, c'est notre alimentation, hein, c'est fondamental, ça détruit tout, hein. Le bétail, c'est pratiquement un quart des surfaces émergées de la terre, un quart de la terre est, utilisée pour le bétail dont on n'a pas besoin. Donc on se rend compte la stupidité de notre système là-dessus. Hmm. Eh ben, merci déjà pour ce premier conseil et action que l'on peut mener au quotidien. De rien. Alors pour finir, tu en as parlé, mais là c'est bien de le redire maintenant. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations? Est-ce que tu peux nous reparler de ton site internet, des réseaux sociaux et où on peut acheter ton livre aussi, s'il te plaît? Oui, alors, le site, c'est sorrychildren.com, accessible sur tout bon navigateur web. Heu, Ensuite, on est bien sûr sur, Facebook, Instagram, Twitter. On met pas grand-chose sur Twitter, mais bon, on y est et LinkedIn et le site de notre boîte, c'est Moot Points. Moot-point, c'est la conférence électrochoc. Donc pour les parents qui sont dans des structures, publiques ou privées, voilà, nous donc notre boulot avant de faire Sorry Children, c'est de faire, cette conférence électrochoc qui fait bien bouger, les gens et surtout qui leur permet à la fin de repartir avec plus de combativité, d'énergie qu'au début, malgré la dureté de certains propos de la conférence. On fait la courbe avec toi pendant 1 heure et demie, quoi. Exactement, c'est ça. On fait en accéléré, cette courbe-là et c'est D'accord. exactement ça. On note les émotions et les états d'esprit au début, milieu et fin et c'est vraiment ces courbes-là, en fait Ok. et le livre, on peut le retrouver dans toutes les librairies et puis, en ligne, voilà, où vous voulez, donc en privilégiant, si possible, si vous le voulez bien, les petits indépendants qui, ont bien galéré avec la pandémie et qui ont du mal à se développer. Et voilà, nous, on est pour la biodiversité et pour la biodiversité aussi de l'économie et qu'il y ait un maximum de petits qui arrivent à vivre de ça et pas que des gros. Parce que les gros, à un moment donné, comme les dinosaures, bah, ils disparaissent. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le Mais podcast. Je avec suis plaisir. très contente d'avoir pu échanger avec toi et d'en savoir un petit peu plus aussi sur tout ce derrière de Sorry Children et tout ce que tu peux proposer et tes bons conseils. Merci beaucoup pour ce moment. Eh ben, merci beaucoup à toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!